seul titre au sommaire de cette édition du journal, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'engagent à approfondir leur coopération bilatérale, surtout dans les secteurs économiques. Les deux présidents, Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, se sont entretenus en tête-à-tête ce jeudi 6 juillet 2023 au Palais de la Nation ici à Kinshasa. Et cela dans le cadre de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Tous les détails dans ce journal. Voilà tout pour les seuls titres au sommaire de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi 6 juillet 2023 son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa au Palais de la Nation ici à Kinshasa. Leur tête-à-tête s'est conclu par la signature de plusieurs protocoles d'accord, notamment dans les secteurs économiques et sécuritaires. Cette annonce a été faite au cours de la conférence de presse où les questions justement stratégique de l'agression de la RDC par le Rwanda a été abordée de fond en comble. La sécurité et l'économie ont été au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et son homologue de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le communiqué conjoint ayant sanctionné cette mission a décliné les différents secteurs concernés par cette coopération. Il s'agit de la sécurité, de l'économie, de finances, de la politique, des infrastructures. Au cours du point de presse conjoint, le président Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont confirmé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans tous ces domaines. Interrogé sur d'éventuelles négociations directes avec le Rwanda et le M23, le président Félix Tshisekedi a fait savoir que le Rwanda soutient le M23 malgré ses dénégations et les différents rapports documentés d'experts des Nations Unies et de compléter que ce pays vit de cette guerre d'agression de la RDC si en vue d'alimenter son économie. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Rwanda qui consiste à pousser la RDC à négocier avec un groupe du M23 alors qu'ils vont créer une dissidence en réserve pour poursuivre avec une guerre de prédation vitale pour leur économie. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas lieu de négocier avec des gens qui agissent par procuration. Au sujet de la force sous-régionale de la SADC, le président Tshisekedi s'est montré optimiste sur la capacité de ses troupes à donner des résultats probants sur le terrain des opérations. Toujours au cours de cette conférence de presse où les deux chefs d'État, à savoir Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi, ont été conviés à répondre aux diverses préoccupations des professionnels des médias. La question sur les grands Inga a également été évoquée. Pour les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi, ce projet n'est pas exclusif, il est intégrateur et concerne généralement les Africains. On l'écoute. Dans le but de resserrer le lien économique entre la RDC et l'Afrique du Sud dans plusieurs secteurs accélérateurs de croissance, notamment la santé, les transports, les infrastructures, le mine, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête au Palais de la Nation avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Plusieurs questions ont été évoquées, entre autres le projet du barrage hydroélectrique Inga 3, dans lequel l'Afrique du Sud veut investir. Je voudrais que le projet Inga soit un projet international, ouvert, multipartite, ouvert à plusieurs partenariats, et surtout les Africains. Et aujourd'hui, je peux le dire, l'Afrique du Sud a exprimé non semalement son intérêt, mais également son engagement à venir. J'ai eu aussi, il y a quelques semaines, des discussions avec les représentants de la Banque mondiale, et je peux vous dire que de ce côté-là aussi, la Banque mondiale est de nouveau dans l'engouement de vouloir revenir dans ce projet, parce qu'elle en a été écartée pour des raisons que j'ignore. Les cartes sont de nouveau prêtes à être redistribuées, et le projet prêt à prendre forme. Il s'est de rappeler qu'en décembre 2020, le président Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi avaient échangé à la résidence Malamba, en Afrique du Sud, autour de questions de développement au niveau régional, ainsi que sur les grandes questions touchant les continents dans le contexte de l'Union africaine, à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État congolais.
Restons toujours dans ce chapitre. Sur le plan économique, les deux pays se sont engagés à redynamiser leur coopération économique, notamment dans les domaines de développement de la chaîne des valeurs de l'industrie de la batterie et dans le développement justement des infrastructures aéroportuaires. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre et ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. En ce qui concerne la coopération économique, il est reconnu que le traité sur le projet hydroélectrique du Grand Tinga, signé en 2013, révèle une importance stratégique pour les deux pays et que les mesures devraient être prises pour accélérer la mise en œuvre complète de ce projet. En outre, l'Afrique du Sud et la RDC ont convenu d'approfondir leur coopération dans le domaine d'une chaîne de valeur dans le domaine des batteries pour véhicules électriques et d'autres chaînes de stockage. La CSA, la CAA et l'ANTS se réjouissent de collaborer avec leur équivalent à RDC, la RVA, pour développer les aéroports et toute autre fonctionnalité dont ils pourraient avoir besoin en matière de navigation aérienne et d'infrastructure. Transnet et PRASA ont la possibilité de travailler avec la RDC sur le port, le rail et les matériels roulants. La convocation du forum économique en marge de la grande commission mixte a donné plus de poids à l'événement et a également créé une plateforme pour réfléchir sur l'état de relations entre les deux pays, examiner les affaires et le commerce actuels afin d'apporter des solutions et d'identifier de nouveaux domaines de coopération. La réalisation globale était le renouvellement de l'engagement et d'intensifier la coopération sur tous les plans. Il a été convenu de suivre et d'évaluer fréquemment l'impact des décisions de la grande commission mixte. Il est prévu que la première réunion ait lieu en Afrique du Sud en octobre 2023. En marge de l'ouverture de la 12e grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine du Forum économique tenu le mercredi 5 juin ici justement en République 5 juillet ici en République démocratique du Congo au Palais de la Nation, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a invité les partenaires sud-africains de faire des énormes potentiels dont dispose la RDC une opportunité d'affaires profitable pour les deux États et un entrepreneur justement congolais œuvrant en Afrique du Sud a en parallèle invité les Congolais à fournir des efforts dans les sens du développement économique des deux États. Il est donc important que les partenaires que vous êtes, que nous recevons avec plaisir aujourd'hui, d'appuyer les autorités du pays dans leur effort pour un Congo stable et prospère en faisant de cet énorme potentiel dont dispose la RDC de nombreuses et multiples opportunités d'affaires profitables pour les deux parties. Notre pays, la République sud-africaine, est un acteur majeur de l'espace africain, disposant d'une économie développée et diversifiée, ainsi que d'une infrastructure économique avancée, ce qui fait de votre pays l'une des premières économies africaines, abritant plus de 75% des entreprises du continent. Amenez, s'il vous plaît, de 75% des entreprises du continent à investir en République démocratique du Congo. Le potentiel de l'Afrique du Sud sur le terme industriel, le potentiel de ressources naturelles, agricoles et autres de la RDC, devrait faire de la RDC, la République sud-africaine, des partenaires pour une alliance stratégique pour le développement. J'espère que cette fois-ci, ça va faire un bon décollage puisque qu'on donne la chance à ce forum, qu'on voit un peu comment nous allons procéder et nous allons le démontrer. Nous avons appris quelque chose en Afrique du Sud, ce qu'on appelle l'unité. Mandela a dit, si vous voulez avoir un bon Sud-Africain, Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, en prospérité, il faut bien soigner la RDC. L'Afrique du Sud peut avoir ses ailes et voler seulement si la RDC est en paix, si la RDC est bien. Voyez. De même pour la RDC ne peut décoller que si aussi son environnement est bon. Voyez. Alors, on commence à comprendre maintenant l'impact de l'unité. Je crois à l'Afrique, je crois au développement africain.
Et en séjour de travail en République démocratique du Congo, Bernard Quintin, envoyé spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, s'est entretenu mercredi 5 juillet dernier avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Les deux hommes ont évoqué des questions en lien direct avec le processus électoral en RDC, dont le point d'orgue sera l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023 et d'autres plus tard. On écoute à ce sujet Bernard Quintin. J'étais très content de revoir le président de la CENI, que je connais depuis longtemps. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres fois? Mais le fait que le temps avance et que les élections, c'est dans moins de 6 mois, et que donc les questions de calendrier électoral, les questions de liste des électeurs, la question de l'observation, la question des différents scrutins et de leur liaison. Donc ce sont des questions récurrentes, mais qui prennent une acuité différente au fur et à mesure où le temps avance. Donc ce sont ces éléments dont nous avons parlé brièvement avec le président de la CENI. Il nous a en tout cas, et c'est certainement un élément très important, rassuré sur la tenue du calendrier électoral et aussi sur, je dirais, le souci d'inclusivité par le fait qu'il reçoit à son invitation des leaders de l'opposition pour discuter des questions, des contentieux qui pourraient encore subsister. Je le souhaite en tout cas. Ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance, mais je souhaite que ce soit de bon augure et que les élections puissent avoir lieu dans les délais, mais surtout qu'elles soient bonnes, qu'elles soient libres, transparentes et inclusives, comme le veut la formule consacrée, tout en se rappelant qu'on parle bien d'un processus électoral et que finalement le jour du scrutin, c'est un moment dans un processus électoral qui dure en fait tout le temps. Et tout à fait autre chose dans ce journal, au cours de la conférence de presse tenue le mardi 4 juillet 2023 dernier, ici à Kinshasa, le ministre congolais en charge de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a abordé la question de l'opération d'identification de la population pour la délivrance de la nouvelle carte d'identité nationale qui permettra évidemment à la République démocratique du Congo de disposer d'un fichier général de sa population. On l'écoute. On ne fait pas toujours attention, mais depuis 1984, dans ce pays, il n'y a pas de carte d'identité. Et vous avez suivi, par exemple, à la 94e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé ou informé que les dispositions ont été prises pour qu'au 30 juin, nous puissions commencer le processus de délivrance de la carte d'identité. Lorsque ces processus ont commencé, beaucoup étaient dubitatifs au regard de l'ampleur du sujet. Ça concerne 44 millions de personnes. Pour vous donner une indication, c'est tous les pays de la sous-région réunis, ils n'atteignent pas le chiffre de 44 millions. Vous pouvez commencer à additionner les populations du Rwanda, du Congo-Brazza, du Gabon, de l'Ouganda. On n'aura pas toujours atteint 44 millions de lecteurs. Et donc, après la mutualisation, il y a eu ces protocoles d'accord qui avaient été signés sous les auspices du Premier ministre entre l'ONIP et la CENI, et les données seront versées à l'ONIP, et maintenant, on va commencer le processus laborieux d'octroi de cartes dans les mois en tout cas dans les semaines qui viennent. L'opérateur qui a été recruté à propos, IDEMIA, s'y attellera avec l'ONIP pour que chaque Congolais puisse disposer de cette carte, en réalité, qui sera reliée à un identifiant unique. Donc désormais, chacun de nous pourra être identifié et toutes les données pourront être disponibles. C'est une avancée significative que nous n'avions pas vue depuis 1984. À l'occasion du lancement officiel de la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, ARSO en sigle, un marché a été aménagé au Fleuve Congo Hôtel. Question de présenter aux participants venus d'ailleurs les produits Made in Congo. Approchés, les commerçants ont expliqué les bienfaits de leurs produits et ont relevé justement quelques difficultés à Petit Amfumu et Pichunzita. Il renferme toutes les matières nutritives. Et nous avons le sachet de 1 kg pour 3500, nous avons le sachet de 5 kg pour 17 000, et le sac de 2 kg de 5 kg, 30 000, tandis que les 5 c'est pour 75 000. Cacao. Poudre de cacao, ça traite de diabète, tension cardiaque, palpitation du cœur, douleur de l'estomac. Ça restaure la mémoire.
ça débouche les nerfs, les veines, si le sang ne circule pas bien. Brille graisse. C'est anti-âge, ça fait rajeunir. C'est la bouillie de soja, la viande. C'est anti-âge, ça fait rajeunir. C'est la bouillie de soja, la viande de bœuf. Cette bouillie est consommée pour tous. Comme on a dit sur l'emballage, c'est adapté pour tous. Ça veut dire que la bouillie de soja est riche en vitamines, en protéines, riche en fer. Pour un enfant qui consomme la viande de bœuf, qui mange le soja, même quand il est malade, tu sauras que l'enfant est malade. Et puis ce ne sont pas des enfants qui tombent malades à tout moment, même pour les adultes. Je dirais que nous lançons un appel fort aux autorités s'ils peuvent vraiment s'impliquer pour la création d'une usine d'emballage, développer l'industrie d'emballage. Ce n'est pas normal que de tels emballages ici à Kinshasa nous coûtent plus de $10. Le lot, par exemple, de 100 ou 50 pièces. Ça impacte sur les prix. Voilà pourquoi vous verrez des tisanes qui devaient rien coûter du tout. Au niveau de Kinshasa, le prix va valoir 10 000, 12 000, 9 000. Vous voyez, ça nous rend moins compétitifs. Aujourd'hui, avec la ZECAF, si on ouvre, les autres vont venir avec leur prix moins cher et nous, les fils et filles du pays, nous serons moins compétitifs et on ne pourra pas vendre. Donc l'État doit vraiment s'impliquer pour développer l'industrie en emballage. Dans le reste de l'actualité, la Direction générale des recettes de Kinshasa, la DGRK, a lancé mercredi 5 juillet 2023 la campagne des recouvrements volontaires de la vignette automobile pour les années 2021, 2022 et 2023. Objectif pour Eddy Fumumpoko, directeur général de cette régie financière, s'assurer du bon déroulement de cette campagne et inviter par la même occasion les assujettis à se conformer à cet impôt. C'est un reportage de Grace Luyanga et Jérès Loutete. Conduite par le directeur de la coordination Mami Sangani Boulombo et le directeur des impôts Marcel Bibandi, la délégation de la Direction générale des recettes de Kinshasa a procédé à la dite tournée pour s'imprégner du bon déroulement de la campagne vignette pour la période 2021, 2022 et 2023. Il a été également question de rappeler aux assujettis leur obligation de se conformer aux prescrits de la loi. Mami Sangani revient ici sur le déroulement de cette campagne. Le directeur général de la DGRK, M. Eddy Fumumpoko, nous a chargé, moi et mon collègue des impôts, pour faire la ronde, pour s'assurer du déroulement de la campagne vignette en cette période de recouvrement à l'amiable. C'est comme ça que vous nous voyez, nous avons fait la ronde dans les différents sites, notamment en commençant par notre siège de la DGRK, en passant par Solidaire Banque, Sophie Banque, Direction générale, jusqu'à arriver ici au niveau de l'agence de Sophie Banque limitée 7e rue. C'était justement pour voir s'il y a des petits soucis en rapport avec cette campagne triplée, exercice 2021, 2022 et 2023. Le 28 juillet, ça sera la campagne, donc ça sera le recouvrement forcé de cet impôt. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir qu'il y a vraiment l'engouement. Donc, comme nous avons fait la tournée dans les différents sites, c'est un message en fait, c'est à chaud, pour faire montrer aux assujettis que ça existe, il y a des sites bien précis et il y a la grille tarifaire qui est là pour que chaque assujetti à cet impôt puisse se mettre en ordre. Pour rappel, l'échéance de cette campagne va jusqu'au 28 juillet et seront frappés des pénalités tous les assujettis qui ne se conformeront pas à la paye de la vignette au délai requis. Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï oriental où le gouverneur Mathias Kabeya a procédé le mardi dernier à une visite d'inspection des travaux en cours d'exécution sur différents sites en Bujimaï. Objectif de cette ronde, s'enquérir des difficultés liées à l'exécution de ces travaux. Regardez. Cette tournée d'inspection a débuté sous l'avenue Odia David, où le numéro 1 de la province a rapidement évalué l'exécution des travaux avant de se rendre au campus de Chikama. Ici, quelques auditoires sont en cours de réhabilitation. Après les sites universitaires, Patrick Mathias Kabeya s'est rendu sur l'avenue Mukamba, une avenue qui, 35 ans durant, est restée impraticable en raison de son état dégradant.
Comme vous le savez bien, le président de la République a une vision de moderniser la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, il y a aussi des programmes qui se font dans notre province. Il y a également des programmes qui se font par la province elle-même. Il y a aussi des programmes qui se font par la province avec le gouvernement central via des crédits transférés. De manière globale, aujourd'hui, j'ai eu à visiter le chantier avec la société Safrimex. Globalement, ça donne satisfaction. Ils ont suffisamment avancé. Mais il y a d'autres chantiers qui n'ont pas encore connu d'évolution depuis plus de 6 mois. Ceux-là, nous aurons des réunions avec les différents entrepreneurs pour connaître pourquoi ça traîne et qu'est-ce qu'il faut faire, mais notamment aussi avec notre conseil technique, c'est l'OVD, si je peux l'appeler comme ça, pour connaître qu'est-ce que nous pouvons faire pour accélérer les différents autres travaux qui pataugent encore. Nous y tenons et nous travaillons, c'est l'affaire de tous ramener l'espoir. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous travaillons également. Nous avons lancé l'initiative Cité moderne d'Itekemena Benantumba et aussi la construction de 2 marchés modernes. Nous tenons à ramener de l'espoir et l'espoir se ramène aussi par la modification, le changement que nous voyons s'opérer dans notre milieu de façon positive. À l'issue de sa visite d'inspection, le gouverneur des provinces s'est satisfait de la promptitude avec laquelle les travaux s'exécutent. Dans le reste de l'actualité également, après la demande du ministre du Plan à l'inspection générale des finances, une demande concernant justement l'audit des fonds décaissés pour le programme de développement local des 145 territoires, Rigobert Matungulu, avocat justement, a estimé ce mercredi que l'inspection générale des finances est légalement bien établie pour mener justement à bien l'édit audit de ce programme justement en cas de nécessité en vue d'éviter certains dérapages. C'est un propos recueilli par Claude Kungu et Ruben Manata. Le ministère du Plan est là non pas pour autre chose que pour l'élaboration des plans, la budgétisation de ces derniers, les suivis et aussi bien sûr la mise en place de la politique de ces projets-là. Ce ministère a plutôt la mission de ces suivis-là pour les investissements publics. Alors, lorsqu'il fait appel au baromètre des finances de la République, qui est l'IGF, donc l'Inspection Générale des Finances, c'est tout à fait normal, pourvu que celle-ci puisse se saisir pour, bien sûr, sa mission de suivi et contrôle des finances publiques sur, bien sûr, ces projets-là. Encore, il faudrait vous rappeler que les projets en question a été évalué à une affaire d'1,66 milliard de dollars qui devrait être déboursé à 3 tranches, dont la première tranche 300 millions, la deuxième tranche 700 millions et la troisième tranche c'était à 666,1 millions de dollars. Alors, concernant les 2 premières tranches, c'était déjà libéré. Et lorsque c'était libéré, c'était normalement pourvu que nous puissions avoir les ouvrages au mois d'août 2023. Nous voyons ce qui est sur terrain. Est-ce qu'il y a construction? Il y a toujours des murmures. Alors, le ministère du Plan ne peut pas, bien sûr, aller seul. Il a fait appel à cette institution-là, qui est l'IGF, pourvu de bien pouvoir inspecter. L'IGF doit suivre comme il en a fait pour les projets de 100 jours. Si seulement il y a bien sûr des coupables, il faut les inculper. Alors les instances judiciaires seront saisies. Dans le but d'alerter davantage contre les enlèvements devenus monnaie courante dans la ville de Kinshasa, l'ONG Congo Nabiso a initié mercredi 5 juillet une marche pacifique qui a été pratiquement interrompue par les forces de l'ordre. La présidente justement de cette organisation a profité de cette occasion pour déplorer ce phénomène de kidnapping qui entraîne une psychose dans la société et qui peut justement négativement impacté sur des investissements étrangers au pays. Elle s'est exprimée au micro de Philo Chiloba et Ruben Manata. Aujourd'hui, on était mobilisés pour faire la marche contre l'insécurité, chose qu'on a fait. On a vraiment fait, ça s'est bien passé.
parce qu'on a commencé la marche de la gare centrale et notre point de chute, c'était Lipekine. Arrivé à Lipekine, on voulait tout simplement parler avec l'autorité qui nous écoute parce qu'on voit, ils arrêtent les gens et tout. C'est bien d'arrêter les criminels, mais nous, on veut que la criminalité est si là. C'est ça que nous voulons. Nous voulons pas seulement qu'on arrête ces criminels, mais quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour que ça s'arrête. Et c'était le but de notre marche. Et arrivé là-bas, malheureusement, on a été dispersés. Nous, on était juste là pour que eux nous assurent au fait que dans les jours à venir, ils vont prendre des mesures pour sécuriser la population. Parce que si nous ne pouvons pas compter sur la police, alors qui va sécuriser la population? Qui va venir ici investir du moment où il y a l'insécurité? Personne, papa. Qui va venir risquer sa vie et dire non, je vais investir à Kinshasa parce que voilà, je pense que c'est un beau pays, il faut que voilà. Il n'y a personne qui va le faire. Quand quelqu'un prend son argent et quitte son pays, par exemple, pour venir investir autre part, il doit d'abord s'assurer de sa sécurité et de la sécurité des choses qu'il va faire dans ce pays-là. Mais si déjà le pays en question, il veut venir pour intégrer ou bien, je ne sais pas moi, commencer à faire ses business, s'il n'y a pas la sécurité, il ne viendra pas. Donc, ce qui veut dire, quelque part, c'est encore tuer le peuple congolais. Parce que nous avons des gens qui ne travaillent pas, des chômeurs et tout ça. Alors, avec cette insécurité, mais ça, c'est tuer carrément le peuple. Parce que tellement qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour investir, eh ben, le peuple congolais restera pauvre, le peuple congolais ne travaillera pas, il restera sans boulot. Et ça, c'est ce que nous, on déplore et c'est triste, quoi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel du seul titre qui a constitué l'ossature de cette édition. La République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'engagent à approfondir leur coopération bilatérale, surtout dans les secteurs de l'économie. Les deux chefs d'État, Cyril Ramaphosa et Félix Antoine Tshisekedi, se sont entretenus en tête-à-tête ce jeudi 6 juillet au Palais de la Nation, ici à Kinshasa. Et c'est là, dans le cadre de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur Internet. C'est notamment sur notre chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur TikTok. D'ici là, restez en continuation de nos programmes. À tout de suite. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.